Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dernière FAQ de la saison. Dernière FAQ d'après-match, quoi. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier tout le monde, et évidemment tous ceux qui ont participé à cette petite FAQ. Il y a pas mal de questions, je pourrais pas répondre à toutes les questions évidemment, on va essayer de faire ça le plus correctement possible, j'ai envie de dire, le plus clairement possible. On va essayer de se faire comprendre, même si c'est pas toujours facile évidemment, mais voilà. Et aussi je tiens à préciser que ce soir je serai en live les amis sur Twitch. Live Twitch Club Pro, donc on va faire un peu de Club Pro avec les copains, on va se régaler, entraînement donc pas de choses à jouer, il n'y a pas de play-off, il n'y a pas de truc, on est juste en division élite, on est monté la dernière fois, donc voilà, et là c'est juste un entraînement, donc s'il y en a qui veulent venir un petit peu se tester, je ne garantis pas qu'il y a énormément de place, il y a déjà des joueurs qui sont là en place, mais on pourra faire des essais, qui sait, je ne sais pas, voilà, on pourra un peu tester des choses quoi, voilà. Maintenant on va commencer la FAQ les amis, comme je l'ai dit il y a beaucoup de questions, je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, voilà on va commencer direct, vous le savez on ferait ça en freestyle, je prépare pas les réponses, je prépare pas les questions, je les prends comme ça, et puis voilà, on commence tout de suite. Avec Gauthier qui dit « Fermine, fais-moi des gosses, le meilleur joueur de cette fin de saison. » Gauthier, tu t'enflammes, calme-toi Gauthier. C'est vrai que Fermine, c'est excellent ce qu'il nous fait. Il a fait une dernière ligne droite dans cette fin de saison qui était un peu compliquée, où on prenait plus trop de plaisir, tout ça. Et le Fermine, il est arrivé plein d'envie, plein de bonne volonté. Ça contraste aussi avec certains joueurs qui étaient peut-être déjà partis en vacances ou qu'on sentait un petit moins concernés en tout cas sur le terrain. Avec un Fermine voilà, qui a beaucoup d'envie, tout ça, qui a la dalle. Donc du coup ça contraste un petit peu et ça nous fait plaisir évidemment de voir un jeune comme ça qui a toujours faim quoi, qui a envie de prouver des choses et tout ça. Félicitations à lui qui a été sélectionné, présélectionné pour l'Euro. La liste de l'Espagne est sortie ce matin vers 11h, 11h30 et il a été présélectionné. Alors comme vous le savez voilà, vous pouvez présélectionner pas mal de monde. Il a pris de la Fuente, il a pris 29 joueurs, donc il n'y aura pas 29 joueurs, il y aura que 26 je crois, qui doit en dégager 3. Qui va dégager je ne sais pas. Il va peut-être dégager au moins peut-être un défenseur, un milieu et un attaquant. Quel milieu il va dégager? C'est possible qu'il dégage Fermine malheureusement, mais on verra. En tout cas il a été présélectionné et c'est déjà un encouragement pour lui, c'est déjà une réussite entre guillemets. Évidemment c'est toujours en tant que compétiteur on veut jouer les compétitions, les choses importantes, mais pour un jeune joueur comme ça qui est remplaçant, qui a été remplaçant toute la saison, sa première saison en pro, enfin en première division tout ça plutôt, c'est quand même quelque chose quoi, c'est quand même quelque chose et c'est une sacrée victoire déjà d'avoir été présélectionné je trouve, c'est beau. Ensuite, on a The CAD qui dit « Enfin, notre cerveau et nos nerfs vont pouvoir se reposer. » Oui, mais pour combien de temps? Il y a aussi Cliff Bagliardo qui dit « Le calvaire prend enfin fin. » Enfin fin. Oui. Oui, mais combien de temps on va se reposer? Alors, on va pouvoir se reposer avec l'Euro et tout ça. Je pense qu'on va tous se concentrer un peu sur les sélections. Mais vous inquiétez pas, les rumeurs mercato vont pas tarder à arriver. Des rumeurs à la con. Est-ce qu'on va faire venir machin? Est-ce que Haaland va arriver? Monter dans le train? Toutes ces conneries. Stan Passando Cosas, Gérard Romero, ils sont de retour les amis. Vous inquiétez pas, ça va pas tarder. Ça a déjà commencé. Voilà. On en parlera probablement sur la chaîne. Je vais pas vous dire que je ne partagerai aucune rumeur. Mais on parlera d'actu. Mais toujours à un certain recul quand même et ne pas s'enflammer. Ce que je trouve assez marrant en ce moment, c'est bizarre les choses. Il fut un temps où on me trouvait trop optimiste par rapport à l'équipe. Et puis je me suis dit bon, peut-être que... Je me suis même pas dit je suis trop optimiste, tu vois. Je me suis dit surtout que l'équipe cette saison elle m'a un petit peu déçu, le comportement de certains joueurs m'ont déçu. Il y a beaucoup de choses qui m'a déçu cette saison. Donc je me suis dit pour la saison prochaine on va être un peu plus dur peut-être et être un peu moins s'enflammer, être un peu moins optimiste tout simplement avec cette équipe qui au final a tendance à nous décevoir un petit peu. Si c'est pas tout le temps ça non plus. Et puis maintenant on me dit que je suis trop pessimiste. Voilà, c'est un peu le truc, tu vois. Avant j'étais trop optimiste, ouais, mais t'es tout le temps heureux, qu'est-ce que tu fais? Soit négatif comme nous, soit pas content, en dépression. Je vous ai rejoint les gars, je suis en dépression maintenant. Ah, t'es trop pessimiste frère. Soit un petit peu plus optimiste. Ah, faudrait savoir les gars, faudrait savoir. Qu'est-ce qu'on fait? Donc vous inquiétez pas, notre cerveau et nos nerfs vont bientôt être remis à rude épreuve. Ça va pas tarder à revenir avec tous ces infos mercato, on va nous faire croire des choses. Finalement on n'aura que dalle.
Voilà, comme l'a dit le journaliste là sur les types, là, on te vend James Bond avec Daniel Craig, George Clooney ou je sais pas quoi, Brad Pitt. Puis t'as Danny Boone qui arrive, quoi. C'est un peu le principe de chaque mercato au Barça. On va voir si cette fois-ci c'est différent. On parlera très clairement des choses et on donnera son avis sur les joueurs vraiment de l'équipe, sur le projet de sportif de l'équipe en fin de mercato, parce que on peut pas dire c'est un bon mercato, il y a que des rumeurs, tu vois. Donc tant que c'est pas signé, ça sert à rien de s'enflammer. Maintenant, comme je l'ai dit, je vais pas non plus vous dire que je partagerai aucune actu. C'est le mercato, on va quand même partager un petit peu et donner son avis. Il y a une rumeur, on peut donner son avis sur la rumeur, est-ce qu'on est d'accord ou pas sur un potentiel joueur qui viendrait, est-ce qu'il s'adapterait à l'équipe, voilà, tout ça. Maintenant, ça sert à rien de s'enflammer, quoi, pour l'instant. Ensuite, question de Moulidax. Mathieu qui dit quel poste conviendrait le plus à Fermin dans cette équipe selon toi? Café, c'est moi. Faux ailier gauche, ça c'est une question. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que cette équipe n'existe plus. Voilà, l'équipe de Xavi n'est plus. On attend de voir comment va jouer Hansi Flick, comment il va faire jouer le Barça. On sait comment il a fait jouer son Bayern principalement. Comment il a fait jouer, c'est avec un 10, on va dire un 10 qui est très offensif, qui est plus comme un second attaquant. Donc est-ce que Fermin pourrait rentrer dans ce rôle-là? C'est possible. Est-ce qu'il pourrait jouer faux ailier gauche? Est-ce que Hansi Flick va jouer avec un faux ailier gauche? C'est très possible. Il y en a qui critiquaient ça de la part de Xavi, mais c'est très possible. Maintenant, est-ce que ce faux ailier gauche sera un vrai ailier qui rentrera dans l'axe, ou est-ce que ce sera un milieu comme Fermin, très offensif, qui rentrera un peu dans l'axe? On verra. Mais ça, on verra un petit peu en pré-saison, on verra un peu ce que veut faire Flick. Et là, à l'heure actuelle, Fermin, voilà, hein, on peut plus dire où est-ce qu'il jouerait sous Flick, parce que ça va être quelques trucs qui vont changer dans l'équipe, quoi. Après, il y a Just Ziad qui dit « Viens, on fait un club pro ensemble. » J'ai déjà un club pro, les gars. C'est gentil, hein. C'est gentil, mais j'ai déjà un club pro avec des potes, tout ça. Donc je vais pas faire un autre club pro de mon côté. Je trouve ça un peu bizarre, tu vois. Comme ça, en plus, quand je fais mes lives, ils sont là aussi. Je les connais, on rigole, tu vois. Donc faut aussi que le club pro soit agréable, on va dire, pour tout le monde. Et si t'es avec des gens que tu connais pas forcément, bon, voilà, c'est toujours plus agréable de nous, on rigole, tu vois, ensemble. Après, j'ai l'impression de te rejeter comme ça, mais non. C'est juste que voilà, j'ai déjà un club pro, donc voilà, on va faire grandir le club pro. C'est avec plaisir qu'on accepte des nouveaux joueurs. Maintenant, l'objectif peut-être sur le long terme de ma chaîne gaming, ou en tout cas de tout ce projet-là, de club pro sur FIFA, c'est de créer un club vraiment sympathique. Je vais pas vous dire on va faire des compétitions, des trucs comme ça. Quoique, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais peut-être un jour, si on a une giga équipe, on pourra se faire des petits trucs sympathiques. Maintenant, c'est pas encore le cas. Mais voilà, l'objectif numéro 1, c'est de s'amuser quand même. Et de gagner. Gagner en s'amusant. C'est plutôt ça. Et voilà, donc l'équipe est pas encore pleine. Il manque principalement des défenseurs, un gardien aussi, on n'a pas de vrai gardien. Sinon, il n'y a pas énormément de place au niveau offensif, quoi. On a déjà des joueurs qui sont en place, il y en a certains qui sont en plus externes, c'est-à-dire pas des potes à moi, parce que avant tout, je vais privilégier mes amis. On a créé le club ensemble, je vais pas les dégager, ça n'aurait pas de sens pour moi. Mais il y a des abonnés ou des abonnés qui sont arrivés dans l'équipe et qui ont apporté vraiment, qui sont vraiment bons, quoi, qui ont leur place, quoi, déjà. Donc maintenant, après, voilà, on verra la concurrence, on verra s'il y a des gars qui arrivent, qui postulent et qui sont monstrueux, bah voilà, on verra ça, quoi. Ensuite, on a Takit Store qui dit Xavi a posé les bases vers une nouvelle ère avec nos jeunes, l'équipe est en marche. Oui, je pense que demain il y a des chances que je fasse une vidéo sur Xavi pour clore un peu le chapitre, un petit peu l'ère Xavi. Et voilà, c'est vrai que le prémisse de tout ça, de cette vidéo, c'est de dire que oui, Xavi a quand même posé les bases. Il a récupéré une équipe qui s'était peut-être un petit peu perdue. Il a recentré un peu le projet. Tout ne s'est pas passé comme prévu, on va dire, ou tout ne s'est pas bien passé en tout cas. Évidemment, on aurait pu faire des choses beaucoup sympas, beaucoup plus grandes. En termes de jeu principalement, moi je suis assez déçu. Après, en termes de résultats, quand tu chopes une équipe comme ça, tu essaies de faire des mercatos. Alors certes, il y a eu quand même des bons mercatos, enfin surtout un. Il a quand même réussi à choper la Liga, ce qui n'est quand même pas évident. C'est quelque chose. Maintenant, cette année-là, surtout la troisième, moi j'en attendais beaucoup, j'ai été déçu. Donc c'est une fin de saison, une fin de chapitre plutôt de Xavi assez amère, on va dire. C'est dommage. Mais en soi, il a posé pour moi des bases assez solides pour le prochain coach. On verra ce que Flick va faire de tout ça. Est-ce qu'il va se servir de ces bases-là?
Je pense que oui. Voilà, comme tu l'as dit, il a intégré les jeunes. Xavi a fait démarrer énormément de jeunes. Ce qui était assez marrant quand on lui reprochait ça. Certains reprochaient à Xavi de ne pas donner sa chance aux jeunes. Qui vont dire ouais, mais il n'a pas donné sa chance à Mikayil Faye ou à Casado. Bon, ok, Casado était un joueur très important de l'AB. Il aurait pu avoir sa chance cette saison un petit peu plus. C'est malheureux. Mikayil Faye vient à peine d'arriver au Barça B, les gars, donc il va pas lui... Enfin, tu vois, ça me paraît un peu étonnant. Puis après, il y a le cas Vitor Roque, tout ça, mais on va pas oublier quand même que Xavi a fait démarrer peut-être entre 15 à 20 jeunes joueurs. C'est quand même assez incroyable. Il a fait confiance en des jeunes qui étaient déjà là aussi, qui venaient d'avoir la confiance de Koeman. Koeman a fait démarrer Baldé par exemple et Gavi, mais après c'est Xavi qui les a un petit peu plus. Tu vois, quand Koeman il a fait démarrer Baldé n'était pas forcément titulaire. La saison dernière, Baldé a carrément gagné une place de titulaire sous Xavi. Gavi est devenu ultra important sous Xavi et ainsi de suite. Koubarsi, Lamine Yamal, bref, il y en a eu plein forcément. Il y en a qui ont eu des rôles plus importants que d'autres, mais il y a des Hector Fort, des Marc Guiu qui ont démarré aussi. Même Casado a démarré au final avec l'équipe première cette saison, même s'il n'a pas eu assez sa chance. Peut-être on aurait aimé en voir plus, mais il a démarré quand même. C'est beau. Et puis Fermin Lopez aussi, voilà, qui peut remercier Xavi. Parce que même si Fermin Lopez, il y a eu toujours des critiques, pourquoi Fermin Lopez n'est pas titulaire, pourquoi Xavi n'a pas confiance en Fermin Lopez. C'est Xavi qui a absolument voulu garder Fermin Lopez pour cette saison. Il croyait en lui, tout simplement. À partir du moment où tu gardes un joueur, tu fais le forcing pour pas qu'il reparte en prêt, pour qu'il reste toute la saison avec toi. Parce qu'à la pré-saison, il t'a impressionné, t'as bien aimé le gars, tu dis, t'auras une petite place. Tu vois, tu n'auras pas forcément une place de joueur important dans l'équipe, mais de temps en temps, tu auras ta chance, tu vois. Et à partir du moment où le joueur il est d'accord avec ça et qu'il reste, bah voilà, Xavi il a donné sa chance à Fermin, tout simplement. Il a cru en lui. J'essaie de nous faire croire que Xavi ne croit pas en Fermin. Ah bon? Étrange façon de ne pas lui faire confiance. Et étrange façon aussi de la part de Fermin de remercier Xavi après son but. De le serrer dans ses bras. Voilà, le futur est en marche. Maintenant, il y a des bonnes bases solides. Il faut passer au niveau supérieur, tout simplement. Ce que n'a pas réussi à faire Xavi en se servant de la base de la saison dernière, passer au niveau supérieur, j'espère que Flick le fera, tout simplement. Ensuite, il y a Lassana qui dit « Ah là là, j'aime bien Xavi, mais même pour sa dernière, il force avec ses 4 milieux, mais sinon, merci Xavi. » Bon, je sais que tu rigoles un petit peu ou pas, je ne sais pas. Je vais prendre cette question un petit peu sérieusement. Il faut arrêter de voir le football comme ça, les amis, parce que ça vous fait du mal à vous-même. Parce que le football ne se résume pas à ça, ne se résume pas à jouer avec 4 milieux, jouer avec 3 attaquants, jouer en 4-3-3, jouer en 4-2-3-1. Tout ça, ça n'a pas d'intérêt en fait dans le débat, dans la discussion. On peut jouer avec 4 milieux, on peut jouer avec 3 défenseurs, avec 4 défenseurs centraux, on peut jouer avec plein de trucs, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est l'animation et les profils des joueurs. Concrètement. Beaucoup de choses qui rentrent en compte évidemment dans un match de football. Il n'y a pas juste le profil des joueurs et l'animation. Mais pour moi, le système de jeu, jouer en 4-3-3, jouer en 4-2-3-1, il y en a, ils ont dit sur les réseaux, j'ai vu ça, déjà ça m'a fait rire parce que c'était faux, mais qui disaient heureusement on va plus jouer en 4-3-3, on va jouer en 4-2-3-1 avec un double pivot sous Flick. Sous Xavi, on jouait avec un double pivot. On jouait pas forcément en 4-2-3-1. Parce qu'au final, on jouait ni en 4-3-3, en 4-4-2. C'est pareil, il y en a qui pensaient que parce que on jouait avec un milieu à 4, on jouait en 4-4-2. Mais les gars, ça n'a pas de sens. C'est pas parce qu'il y a 4 milieux qu'on joue avec en 4 défenseurs, 4 milieux et 2 attaquants, tu vois. Enfin, il faut se sortir tout ça. Il faut comme si pour certains, il faudrait qu'ils oublient tout ce qu'ils ont appris sur le football et qu'ils réapprennent d'une manière différente. C'est trop rigide, c'est trop... il faut arrêter de penser comme ça parce que le problème de penser comme ça de manière trop rigide, on va dire, trop mettre les trucs dans les cases, eh bien vous avez une vision du football peut-être un petit peu trompeuse, quoi. Tout simplement. Je suis pas en train de vous faire une leçon, vous faites ce que vous voulez, mais en gros, l'animation, c'est ce qui compte le plus. Par exemple, avec Flick, on va jouer en 4-2-3-1. C'est bien, on va jouer avec 2 bases, 4 défenseurs, 3 milieux peut-être avec un 10 très offensif, presque un second attaquant. Regardez Müller, par exemple, au Bayern, c'était plus un second attaquant, un 9,5 qu'un milieu de terrain, tu vois. 2 ailiers. Sauf que on a les latéraux peut-être qui vont monter, les ailiers qui vont rentrer dans l'axe, le 10 qui va jouer comme un second attaquant. Tu vois, enfin, ce qui compte, c'est surtout l'animation. C'est pas forcément le truc fixe.
Parce que quand on dit on va jouer en 4-2-3-1, on va jouer en 4-3-3, on va jouer en machin, ça c'est pour que les gens ils aient une image pour savoir qui joue, tu vois, qui est titulaire. C'est la fameuse compo qu'on voit sur les applications. Vous allez sur votre application, voir comment on va jouer. Souvent les mecs ils se trompent, souvent ils vont te mettre par exemple Pedri, Gundogan, ils vont les inverser, ils vont mettre Christensen par exemple en 6, ils vont pas mettre un double pivot sur la compo alors qu'on joue dans un double pivot, ils vont pas te mettre l'animation non plus, que le fait que le latéral gauche il prenne le couloir et qu'on joue avec une défense à 3, finalement on joue en 3-2-5, tu vois. En phase offensive, on joue en 3-2-5. En phase défensive, on joue en 4-4-2. Mais ça, ton application, elle te le dit pas. Tu vois, elle va te dire on joue en 4-3-3. Et si toi, tu penses, en voyant ça, tu dis j'en ai marre de jouer en 4-3-3. On joue pas en 4-3-3, tu vois. Donc, il faut arrêter avec cette manière de voir le foot trop rigide. Il faut voir le foot comme c'est du mouvement, en fait, les gars. Le football est un jeu, un sport où il y a beaucoup de mouvement. Normalement, on a vu un Barça quand même très statique cette saison. Mais il y a du mouvement. Les joueurs dans l'animation, dans les trucs, ce n'est pas du baby-foot, tu vois. Cette image de baby-foot avec les lignes de joueurs et tu bouges pas et tu fais juste... Voilà, tout simplement. Il fut un temps où moi je voyais le football comme ça, hein. Je vais pas vous faire le gars, le puriste qui connaît... le football sur le bout des doigts, pas du tout, hein. Pas du tout. C'est juste que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça vraiment en faisant ma chaîne aussi, à regarder le foot d'une autre manière, à essayer de comprendre ce qui se passait sur le terrain. Il fut un temps où dans ma tête c'était voilà, on jouait en 4-3-3, je regardais les matchs comme ça, tu vois, je voyais les résultats, je voyais les belles actions, tu vois, mais je comprenais pas les mouvements, vraiment j'essayais pas de comprendre les mouvements des joueurs sur le terrain, l'animation, tout ça, ou alors ça m'intéressait pas, tu vois. Peut-être que j'étais trop jeune ou j'en sais rien, mais je regardais juste comme le football, comme du spectacle, tu vois. À l'époque, on s'amusait, bien sûr. mais maintenant, c'est différent. Je le vois autrement. Ensuite, Joy le Boy qui dit... Quel a été le joueur qui t'a le plus surpris? Pas nécessairement le meilleur. Bah, le joueur qui m'a plus surpris, je pense que c'est Fermin, hein, en soi. C'est un peu la surprise. Après, forcément, Koubarsi. Koubarsi, j'avais déjà vu jouer avant chez les jeunes. Je l'ai vu démarrer avec la B en début de saison où il était titulaire à côté de Michael Faye. Je l'ai vu aussi à la Coupe du Monde des moins de 17, là, des U17 avec l'Espagne, où je le voyais vraiment bon, quoi. Maintenant, il y a toujours un truc. Tu vois les joueurs chez les jeunes, tu sais qu'ils sont bons. Mais c'est pas parce qu'ils sont bons avec des U17 qu'ils vont être bons en équipe première du Barça, à jouer des matchs de Ligue des Champions, tout ça. Quand on voit que Koubarsi a été homme du match en 8e de finale contre Naples, alors qu'il avait 16 ans, probablement, peut-être pas encore 17, je sais plus. C'est fou, quoi. Arriver à jouer un football comme ça, à cet âge-là, le mec est sélectionné pour l'Euro, quoi. Koubarsi. Après, évidemment, il y a Lamine Yamal, mais après, on connaît tous un peu le talent de Lamine Yamal, donc ça, pour moi, c'est pas vraiment une grosse surprise. Maintenant, je pensais pas que Lamine serait aussi fort, tu vois, en soi, aussi rapidement. Parce que on sait tous qu'il avait du talent, on a tous vu des vidéos, tous des trucs, on savait que c'était une pépite, voilà, ça, il n'y avait pas de problème. Mais comme je l'ai dit, il y a une différence entre être une pépite et jouer avec des gamins de 16 ans, et te balader avec des gamins de 16 ans, et arriver d'un coup où Lamine Yamal, il se balade de plus en plus. Il a toute la confiance. Quand on voit des joueurs qui n'ont pas confiance en eux, on voit Lamine Yamal, on voit qu'il a confiance en lui. Peu importe le gars en face, il va essayer, il va tenter, il va essayer de le passer en vitesse, dribbler, toujours oser un petit peu. Et il va se balader, quoi. Regardez son match avec l'Espagne contre le Brésil. C'est une masterclass. Le gars n'a même pas 17 ans encore. Donc ça, c'est fou, quoi. Donc j'hésite un petit peu. Il y a Fermin, il y a Koubarsi et Lamine Yamal qui sont des grosses surprises un petit peu de différentes manières, on va dire. Parce que Fermin débarque revient de son prêt, tu vois. Hier j'ai dit Div 2, bon c'était Div 3. Et au final il s'impose un petit peu dans cette fin de saison, tu vois. Évidemment il y a des absents donc il en profite. Mais il est au niveau, quoi. Il est au niveau et vraiment il a un niveau plutôt bon, je trouve. Ensuite on a Victor qui dit oh my god, Pep libre, Flick out. Pep libre la saison prochaine, je crois. On verra la saison prochaine, les gars, mais un retour de Pep, je n'y crois pas. Victor qui dit aussi merci Café pour cette saison, tu nous as pondu une saison masterclass. Merci à toi, hein. Voilà, je partage ça pas pour me saucer un petit peu, mais pour te remercier, quoi, tout simplement. C'est gentil. C'était une saison pas évidente en vrai, vraiment pas évidente. Ouais. Franchement, il y a eu des moments où j'en ai eu marre. Voilà, mais je l'ai déjà expliqué, je crois, dans ma FAQ ou quoi. Il y a des moments de la saison où tout va bien, t'es content. Tu fêtes un peu, tu sais, quand tu fais des débriefs et quand tu parles du Barça comme ça. Moi, je pourrais parler du Barça toute la journée, pendant des heures. C'est le seul sujet où j'ai autant de conversations, on va dire, autant de trucs à dire, quoi. Même ma famille ne me reconnaît pas quand je parle du Barça. Ils me reconnaissent pas, ils me voient en vidéo, ils m'ont jamais vu parler comme ça. Ils me disent, mais d'habitude, tu dis pas un mot. Faut savoir que dans la vie,
Pour ceux qui me connaissent, je parle pas beaucoup. Hein. Mais quand je parle du Barça comme ça en vidéo, les gars, je peux parler, je suis un moulin, quoi. Je peux parler pendant des heures et des heures, quoi. Et donc, quand tu partages un petit peu ta passion comme ça pour le Barça, quand tout va bien, que l'équipe elle gagne, que voilà, bah t'es heureux. Et les supporters dans les commentaires, tout ça, tu reçois beaucoup de bonnes vibes aussi. Je dis pas de soutien ou pas soutien, mais de bonnes vibes déjà. Et quand les supporters sont contents, que toi t'es content, que l'équipe elle gagne, tout va bien, tu vois. Et puis après, t'as des moments de doute avec ton équipe qui commence à jouer mal. Et puis voilà, moi en tant que créateur de contenu sur YouTube, voilà, j'essaie d'avoir un certain recul. Des fois, t'y arrives pas, des fois t'as plus les nerfs qu'autre chose, et des fois t'essaies d'avoir un peu de recul, et les supporters et tes abonnés ou ceux qui viennent commenter en tout cas sont pas forcément dans le même mood, ils sont plus dans un mood négatif d'aller au clash et tout. Des fois c'est pesant, tu vois, des fois t'as envie de t'embrouiller des fois. Donc il y a eu probablement dans la saison des moments de friction dans les commentaires, mais c'est comme ça. Moi aussi j'ai un petit caractère, hein. Donc si on vient me titiller un petit peu, bah tout dépend les moments, vaut mieux pas me titiller, quoi, c'est tout. Et puis il y a des moments où on peut me titiller, ça va me faire plus rire qu'autre chose, quoi. Mais ça a été une saison assez compliquée. Merci pour la force. Je sais pas si j'ai pondu une masterclass, mais voilà, c'était pas évident. J'espère que la saison prochaine se passera mieux. Ensuite, on a Bertrand qui dit saison gâchée par quoi? Les blessures, les mesures partiales des arbitres, autres. Bon, c'est un peu de tout. Ça serait un peu la facilité de dire que la saison complète a été gâchée par les arbitres, par exemple. Ou même par les blessures. Évidemment, les blessures, ça joue parce que tu peux pas avoir une continuité. Quand on voit Pedri, par exemple, il y en a qui disent « Ouais, c'est dommage que Pedri soit en forme en fin de saison. » C'est logique. C'est logique parce qu'avant, il était blessé et il pouvait pas revenir en forme. Il revient en forme, il est blessé, il revient, il se reblesse et ainsi de suite. Pareil pour Frenkie de Jong. On a passé une bonne partie de la saison sans Gavi, probablement le joueur le plus important pour Xavi et un des joueurs les plus importants dans l'équipe. Quand on voit des fois le manque de caractère dans cette équipe ou un pressing un petit peu trop tendre des fois, et on connaît tous Gavi, on l'a tous compris ça, Gavi nous a manqué cette saison. Quand on voit que Gavi a été absent une bonne partie de la saison, ça nous a évidemment manqué. Baldé aussi, ce manque de solution à avoir Cancelo à gauche au départ de la saison, c'était pas ce que voulait faire Xavi. On l'a vu au début de la saison quand il y avait Cancelo et Baldé, les deux jouaient. On avait un Cancelo un peu plus libre. Offensivement, c'était mieux. Défensivement, je sais pas si c'était mieux, c'était peut-être pire. Mais en tout cas, pour solutionner tout ça, on n'a pas eu la chance d'avoir trop de solutions parce que Baldé était blessé. Donc dans tous les cas, on n'a pas eu ce choix-là, tu vois. Donc tu pouvais pas faire trop de rotation non plus. Ça a permis à Hector Fort aussi de nous montrer qu'il avait le talent aussi pour le futur. Mais bon, certains en ont profité, c'est bien. Comme Fermin aussi, qui a eu plus de temps de jeu qu'il aurait pu avoir s'il y avait eu tout le monde de dispo toute la saison. Mais c'est vrai, les blessures, quoi. Les blessures. Donc on espère qu'avec l'arrivée de Flick, et peut-être qu'il y aura un staff un peu plus compétent, physique, au niveau de la prépa, quoi, ou au niveau de prévention des blessures, on espère que ça sera un petit peu mieux. Parce que là, franchement, c'est compliqué. Et ouais, après, bon, les arbitres, on a eu des dingueries cette saison, on va pas se mentir. Il y en a qui sont venus dire que je parlais tout le temps des arbitres, tout ça, alors que franchement, j'aurais pu beaucoup plus en parler de ça, vu les dingueries qu'il y a eu cette saison. Je pourrais vous dire, par exemple, que il y a Archivo VAR, là, peut-être que certains connaissent ça sur Twitter, ont donné leur classement avec et sans erreur à arbitrage, enfin sans erreur de la VAR, des erreurs hein, évidemment de la VAR, parce que comment on peut faire des erreurs en ayant la VAR? La VAR est censée être un outil qui te permet justement de plus faire des erreurs, et c'est assez étonnant d'en faire autant en ayant cet outil là. Mais bon bref, c'est comme ça, tout ça ne doit pas occulter le fait que l'équipe n'a pas bien joué cette saison. C'est la première raison qui fait que cette saison-là n'a pas été une grande réussite. La première raison, c'est que on a mal joué. Et si on a mal joué, c'est un ensemble de beaucoup de choses. Mais le premier responsable, c'est le coach. Quand tu pratiques du football, quand tu mets en place une tactique, une animation, quelque chose, c'est le coach qui est responsable de ça, que tout fonctionne. Donc, dans un premier temps, Xavi n'a pas réussi à solutionner tout ça. Et on en parlera peut-être dans la vidéo de demain probablement, mais voilà, j'en ai déjà parlé. Mais Xavi, en début de saison, on a vu une équipe offensive un petit peu plus joueuse. Toute la saison, on s'est procuré quand même beaucoup plus d'occasions que la saison dernière. On a énormément loupé d'occasions aussi.
très peu d'efficacité par cet attaque qui sera là la saison prochaine aussi, cet attaquant en tout cas. Et après on a eu des problèmes défensifs et Xavi a essayé de rééquilibrer l'équipe pour qu'il y ait moins de soucis défensifs, mais du coup on a eu moins de folie offensive. Et on n'a pas réussi à, Xavi n'a pas réussi à mixer un petit peu tout ça et nous préparer un bon petit plat. Voilà. Ensuite, question de Yves. Je pose une question très intéressante, très différente de d'habitude, évidemment, qui n'a rien à voir avec le match, mais bon, il y a eu beaucoup de questions sur la fin de saison, sur la saison prochaine. Voilà, donc Yves qui dit hello. Hello Yves. Les paris foot ne font-ils pas du mal, quoi, soit résultat ou insulte coach des parieurs. C'est vrai. C'est vrai que oui, après, ça fait plus du mal financièrement. Je pense quand même. J'ai vu la dernière fois sur Twitter un gars qui était, alors je sais pas si c'est vrai parce que des fois tu vois des histoires sur Twitter mais tu sais pas si c'est vrai, mais un gars qui perdait beaucoup au pari mais qui ça je connais un petit peu aussi hein. Un gars qui perdait beaucoup au pari et pour régler on va dire ses dettes, essayer de refaire des paris par-dessus, tout ça. Voilà, il allait se faire expulser de chez lui, se disant, bon, après, ça c'est bizarre parce que normalement, personne peut t'expulser. Même si tu payes pas ton loyer, en France, tu peux rester, je sais pas combien, je crois que c'est 2 ans, squatter l'appart. Tu t'as pas le droit de te faire virer d'un appartement, en fait. C'est un peu abusé, je trouve, pour les propriétaires. C'est un peu spécial, tout ça, mais bon, en tout cas, c'est le cas. Les propriétaires ont des assurances et tout ça, je crois bien, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais là où ça fait le plus de mal, les paris sportifs, c'est évidemment l'argent. Les parieurs qui, certains ne connaissent pas forcément le sujet, on va dire, ils ne connaissent pas les équipes sur lesquelles ils parient et ils vont se renseigner sur un gars qui va donner un petit peu ses infos, mais ces infos elles vont être payantes au gars, tu vois. Donc lui il s'en fout, dans tous les cas il gagne de l'argent. Puis voilà, il y a des trucs comme ça. Après moi je suis pas un gros connaisseur de paris parce que je ne parie pas, mais pour moi c'est une belle grosse douille, quoi. Tout simplement, c'est une belle grosse douille. Et je parle en connaissance parce que j'ai un ami et je vais te dire son nom. Non, je déconne. Mais un ami qui faut mieux d'arrêter de parier, frérot. Si tu regardes cette vidéo, je te l'ai déjà dit 500 000 fois, mais bon, c'est ça le problème des parieurs, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter. Dernière question de Thomas qui dit, peut-on s'attendre à mieux la saison prochaine? Oui, je pense que oui. On peut s'attendre à mieux pour plusieurs raisons. Mais pour moi, une des premières raisons, c'est l'effet nouveau coach. Vous le savez, souvent quand on a un effet nouveau coach, l'équipe elle est reboostée un petit peu et même si on a les mêmes joueurs qui étaient pourris sous l'ancien coach, eh ben peut-être que ces joueurs-là vont être reboostés par l'effet un petit peu nouveau coach. Maintenant, est-ce que cet effet nouveau coach va durer longtemps ou va durer juste quelques mois? C'est ça la question. On a eu cet effet nouveau coach quand Xavi est arrivé, qui a très bien fonctionné. Parce qu'on est passé quand même de la 9e à la 2e place. Xavi qui a fait des bonnes choses. Au début, quand il est arrivé, on est allé gagner 4-0 Bernabeu. On a fait des belles choses, on a fait des bons résultats. On avait une équipe qui était transformée, qui est passée de sous Koeman, qui était un petit peu en dépression, où d'un coup, on a retrouvé un petit peu cet amour pour le ballon. Et enfin, dans l'équipe, je parle, et un petit peu d'espoir aussi. Je sais pas, on a senti une équipe un petit peu reboostée, quoi. Donc, il y aura probablement cet effet nouveau coach. Si l'équipe, elle adhère au discours du coach, parce que si elle adhère pas, ça peut être compliqué. Évidemment, on a des joueurs comme Gavi et beaucoup de jeunes en fait qui ont été lancés ou qui ont été très proches de Xavi parce que c'était leur idole, tout ça. Compliqué, on va dire. Il faut que derrière ça passe avec Flick. C'est compliqué, il y avait une forte relation entre le coach et certains, surtout Gavi. Mais je pense que Gavi est un professionnel et avant tout, ce qu'il aime, c'est le Barça. Il sera toujours à mort et à donner sa vie pour le Barça, tout simplement. Donc voilà. Mais je pense qu'on peut s'attendre à mieux pour la saison prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve ce soir, les amis, pour le live sur Twitch. Et puis voilà, demain pour la petite vidéo sur Xavi. Puis après, on passera à Flick et on parlera de tout ça un petit peu. Analyse tactique de Flick et tout ça, tout le bordel. On va s'amuser, les amis. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.